Bon, déjà, on m'avait dit qu'il n'y aurait que 30 personnes. Visiblement, on est plus. On m'a menti. C'est pas grave. On va faire avec. Bon, bienvenue pour cette mini-conférence, ce petit talk, qui va être dédié à l'exploitation des services SaaS d'Adobe. J'ai appelé ça comme ça, mais globalement, ça va être pourquoi on les a mis en place, comment on les a mis en place, à quoi ça sert et quels sont les résultats. Je commence par me présenter vite fait. Donc Benjamin, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans le monde de l'e-commerce en tant que développeur. Pour l'anecdote, je suis certifié professionnel et expert sur la partie technique et la partie business. Et j'ai aussi la certification master. Et j'ai aussi contribué à la rédaction de certaines certifications. Donc si certains d'entre vous l'ont, il est probable que vous soyez dit c'est vraiment des enfoirés. Et j'en suis en partie l'auteur. Bon, l'idée, comme je vous l'ai dit, ça va être de voir un peu qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement, quels sont les services SaaS d'Adobe qu'on a utilisés. Pourquoi on les a mis en place, pourquoi on a fait ces choix. On a fait des choix de ne pas tous les intégrer, on le verra aussi. Une partie un peu plus tech, où on verra du code, je préfère prévenir d'avance. Comment on les a mis en place. Et un peu à la fin, en conclusion, qu'est-ce que ça a apporté et quels sont les résultats. Okay. Bon, concrètement, vous allez voir, il y a une liste qui va s'afficher, ça va faire peur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est un certain nombre de services que Régis a présenté ce matin, notamment API Mesh, Catalog Service, etc. C'est des mots qu'il a prononcés tout à l'heure. Je vais me rapprocher d'ici. C'est plus clair quand je le mets sous forme de schéma, comme ça. Alors du coup, vous pourrez voir que d'un côté, parce que je vais montrer des choses. Mais du coup, là, en fait, ça va être important de comprendre un peu comment marche l'application qu'on a mise en place, parce que c'est basé sur un site réel qu'on a mis en place, où on a utilisé tout ça. C'est vraiment une vraie expérience qu'on a faite. Donc, je vais essayer de faire le workflow des requêtes pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on parle de l'utilisateur. L'utilisateur va aller sur son appli front, en l'occurrence c'est PWA Studio. PWA Studio, il va taper sur Fastly, qui sert aussi de CDN. Fastly est connecté à API Mesh, et API Mesh va aller dispatcher entre les services front d'Adobe et la partie commerce Magento. Magento, donc la partie commerce en tout cas, est connectée à Adobe I/O, que ce soit sur sa partie Events ou Runtime, pour exploiter à Builder et les événements qu'on va envoyer à l'ERP, au CRM, etc. du client. La petite subtilité que j'ai pas mis dans le schéma, mais c'est important de le connaître aussi, c'est qu'en fait, il y a une ligne entre Fastly et Commerce, parce qu'il y a un certain nombre de pages qu'on a choisi d'exclure de la PWA, notamment la partie checkout, parce que c'est pour des raisons de coût. Globalement, en fait, les modules de paiement et de transport n'étaient pas compatibles. Donc, ça demandait plus de développement pour les rendre compatibles PWA. Donc, la partie checkout est restée en Luma. Voilà. Pourquoi on l'a mis en place? Alors, ça fait beaucoup de cases, effectivement. Donc, il y a une raison pour tout ça. La première raison, c'est l'évolutivité. Je prends cet exemple-là. Donc ça, c'est l'interface de Live Search, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. En gros, dans le BO, on a ça. Et pour vous donner un exemple, en fait, donc là, je suis sur la partie Search Merchandising. Mais là, cet onglet-là, catégorie Merchandising, il y a un an, il n'existait pas. Et en fait, un jour, on est revenu au bureau, on a ouvert notre BO et on s'est dit, tiens, il y a un nouvel onglet qui avait apparu. Donc c'est la force du SaaS, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une fonctionnalité en plus. Okay. La deuxième raison, c'est les performances, parce que Adobe, c'est pas une PME, donc ils savent à peu près ce qu'ils font. Et quand ils font un service, en général, ils le font bien. Et donc là, pour vous donner une idée, c'est les temps de réponse des listings.
Donc là, c'est en fait tous les listings sont à peu près autour de 300 millisecondes. Ça peut paraître beaucoup pour des gens qui ont l'habitude de bosser avec Varnish ou Fastly, etc. Il faut savoir que ça, c'est sans cache. Il n'y a pas de cache là-dessus, puisque ça va avec le point qui est 2 en dessous. En fait, ces pages sont personnalisables, donc au client, donc on ne peut pas mettre du cache dessus. Okay. Le point d'après, c'était la scalabilité, puisque c'est un client qui avait quand même un grand nombre de requêtes. Ça, c'est une image de New Relic. On le voit en haut, il y a à peu près 4000 transactions par minute à gérer. Donc, en gros, on a essayé de déporter le plus possible dans le SaaS d'Adobe, et notamment la partie listing, qui est la page la plus lourde, très probablement, d'un Magento Adobe Commerce. Je l'ai un peu dit aussi, mais il y avait une part de personnalisation. C'est pour bénéficier tout simplement de ce qui est capable de faire aujourd'hui Adobe, notamment sur sa partie IA avec Sensei, etc. Je ne vais pas vous faire la pub de tout ça. Et puis, le dernier point, c'est l'innovation qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que il faut vivre avec son temps à un moment et que ces services-là sont poussés par Adobe. Et c'est aussi miser sur le futur que de les utiliser, donc on les a utilisés. Ah, ils reviennent, tiens, intéressant. Ok. Comment on l'a mis en place? Bon, là, il va falloir s'accrocher un peu. La première chose à comprendre, c'est comment marche API Mesh et à quoi il sert. API Mesh, il va être ici. Donc la première chose à faire, c'est de connecter Fastly à l'API Mesh. Mais avant ça, il faut comprendre comment fonctionne une appli front. Donc elle n'est pas très visuelle, hein, cette slide, je vous l'accorde, mais elle permet de comprendre un peu comment ça marche. Globalement, quand vous voyez une page, par exemple un listing, une fiche produit, etc., il y a plein de petits éléments qui sont chargés de manière asynchrone. Je vais vous donner des exemples concrets, hein, mais typiquement, cette requête-là, elle va aller chercher le nombre d'items dans le panier. Cette requête-là, elle va aller chercher un bloc CMS qui s'affiche quelque part. Ça va afficher le nombre de produits. Ça va afficher, ça c'est vraiment le listing, donc les produits qu'on va afficher. À quoi va servir API Mesh? Il va servir d'agrégateur de flux, en gros. Et vous voyez que là, en bas, j'ai un point d'accès unique, en fait, pour mon appli front. Et globalement, mon appli front, elle va toujours aller taper en GraphQL sur cette API-là, sur cette URL-là, peu importe les services qui sont connectés derrière. Et là, en fait, le lien en GraphQL, ça recommence ici, là. Comment on fait ça, si je schématise un peu plus? Globalement, API Mesh, il va recevoir une requête. Il va se dire, si c'est un ajout au panier ou un bloc CMS, parce que je gère mes CMS dans Magento, je dirais Magento, désolé, mais voilà, c'est l'habitude. Je vais le transférer à Commerce. Si c'est un listing, je vais le demander à Live Search. Si c'est une recommandation produit, je vais le demander à la recommandation produit. Okay. Ce qui fait que si un jour je veux changer un peu ça, et je me dis, mes blocs CMS, je veux plus que ce soit mon commerce qui les renvoie, je veux que ce soit une autre appli, que ce soit AEM, Sanity, même l'éditeur de WordPress, parce que j'adore WordPress. C'est quelque chose qui est possible. Comment on fait ça? Donc ça, c'est la connexion entre Fastly et API Mesh. C'est tout bête, hein. Enfin c'est tout bête, il faut le faire quand même, mais... Comment fonctionne Fastly? Il a un système de back-end. Par défaut, Fastly, quand il est provisionné sur Adobe Commerce Cloud, donc hors SaaS, il a le back-end que j'ai appelé le back-end 1, qui est Commerce. Donc en gros, il reçoit une requête, il va sur son premier back-end, il renvoie la réponse. Le but, ça va être de lui ajouter un deuxième back-end et de lui dire, maintenant, API Mesh est capable de prendre en charge un certain nombre de requêtes. Comment se fait la séparation? C'est, en gros, tout ce qui a /API/ va aller dans API Mesh, tout ce qui n'a pas /API/ va aller dans ma partie commerce. Donc typiquement, mon checkout, il va continuer à aller là. C'est à peu près clair pour le moment? Bon. Allez, c'est parti.
Alors, la première chose à faire pour Fastly, c'est de déclarer mon back-end. Donc ça va parler à ceux qui ont déjà vu un peu Varnish ou Fastly. Il y a une des fonctions qui s'appelle init. Et en gros, là, on va lui déclarer un back-end pour lui dire mon back-end, il s'appelle Edge, Graph, IO, etc. Et ça, c'est les URL pour aller chercher pour aller taper sur le mesh. Donc, je déclare un nouveau back-end. Je lui donne tout ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Notamment ces deux petites lignes là qui nous ont coûté plusieurs jours parce que je préfère le dire parce qu'en gros pendant le développement du site on est passé du mesh standard où il y avait 5 points d'accès dans le monde au mesh Edge qu'ils ont appelé Edge qui est distribué sur le CDN sur Cloudflare je crois. Sauf que Cloudflare, il prend en charge que la version 1.3 de TLS. Et par défaut, Fastly, il est en 1.2. Et alors, pour trouver ça, ça n'a pas été simple. Je préfère le dire. Si vous bloquez dessus un jour, c'est probablement à cause de ça. Une fois qu'on a notre back-end, il va falloir aller lui donner les conditions pour l'appliquer. Donc là, c'est assez bête. C'est globalement, si dans mon URL, j'ai /API/, je lui dis que mon back-end, c'est celui que j'ai déclaré juste avant. J'en profite aussi pour, dans le receive, ajouter cette petite ligne. En gros, ça veut dire, si je passe ce header-là, je vais bypasser le cache. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça va nous servir juste après. La partie après, c'est pour le cache de Magento. Même chose, dans les fonctions fetch et deliver, je me laisse la possibilité de bypasser le cache. Dernier point à prendre en compte, je vais ajouter un header qui peut live, qui va parler à beaucoup de gens, j'imagine, parce qu'en fait, par défaut, le mesh, tous les 200 appels, il va couper la connexion et en réouvrir une. Donc, on va avoir un cold start, donc on va se payer 2-3 secondes de chargement au lieu des 100 millisecondes habituelles. Donc ça, c'est pour éviter ça. Maintenant, il va falloir qu'on connecte le mesh à... d'un côté commerce et de l'autre côté nos catalogues en SaaS, nos services en SaaS, pardon. Comment on fait ça? Alors là, pareil, il faut s'accrocher un peu, mais ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Ça, c'est une config d'API Mesh. C'est un grand JSON où, en gros, la première chose à faire, c'est d'aller déclarer nos sources. Donc la première source qu'on va avoir, c'est ma partie Magento, ma partie commerce. Là-dedans, je vais lui dire que j'ai besoin d'un certain nombre de headers. Magento, pour fonctionner, il a besoin de savoir sur quel store il est, sur quel cookie. Il a besoin des cookies pour fonctionner, il a besoin des autorisations, etc. Donc on va lui dire quel header il a le droit d'envoyer. On va aussi définir qu'il va nous répondre un certain nombre de headers aussi. Il a le droit de nous répondre un certain nombre de headers, et notamment la partie cache quelque chose. X Magento Cache ID, qui va nous servir de clé de cache pour nos appels GraphQL, pour pouvoir en garder un certain nombre en cache. J'avais prévenu. Y a une petite ligne ici, là, qui peut paraître assez... on peut se dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il désactive le cache? En fait, il faut se remémorer un peu le schéma au global. Le schéma au global... Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai mon API Mesh. Mon API Mesh, j'ai déclaré commerce comme source. Sauf que commerce, quand je vais taper dessus, je vais passer par le web. Donc, je vais retourner ici. Okay. Donc, le but, en fait, c'est de dire à mon mesh, enlève le cache quand tu fais la deuxième boucle, en gros, pour qu'il me retourne les headers pour que, en fait, je puisse activer le cache. C'est contre-intuitif, mais en fait, le fait de désactiver le cache au deuxième appel va me permettre de l'activer. Pareil, ça, faut... Au début, évidemment, je l'ai enlevé. Je me suis dit, pourquoi on désactive le cache, ça n'a aucun sens. Et après, on se dit, ah si, en fait, il y a une raison. La deuxième partie, c'est de connecter mon mesh à mes catalogues services. Donc là, c'est pareil, il y a un certain nombre de headers qui sont obligatoires, avec le store group, le customer group, etc. Je ne vais pas tous les faire. Et il y a un truc qui s'appelle ici un préfixe. Et en gros, là, ce que ça fait, c'est que
quand je vais faire mon appel GraphQL, si je préfixe ma requête de CS underscore, je vais aller taper sur catalogue service. Ce qui fait que, par exemple, si je fais tout à l'heure, on l'a vu dans les listings, si je fais une recherche, parce que pour catalogue service, les listings, c'est juste une recherche filtrée sur la catégorie, en fait. Donc, quand je fais une recherche pour une catégorie, je vais préfixer de CS, comme ça, je suis sûr que je tape sur catalogue service. On aurait pu se passer de ce truc-là, mais on s'est laissé la possibilité de garder les deux, en fait. Et la dernière chose à paramétrer sur mon mesh, c'est ça c'est intrinsèque au mesh, c'est tout ce qui est lié aux cores, parce que du coup, là je vais pouvoir aller taper potentiellement sur une autre API, un autre domaine, qui est celui du mesh, et je vais pouvoir aussi avoir mon cache pour gérer mon cache de GraphQL. Petit détail aussi, vous voyez cette ligne include HTTP details là, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser activer en production, qu'on peut se permettre d'avoir en staging, parce que ça va nous donner des infos assez précises sur ce qui se passe entre le mesh et les autres services, parce que le but c'est d'éviter un peu le maximum cet effet boîte noire où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et globalement, ça va nous retourner un JSON comme ça. Donc ça nous donne des infos assez intéressantes. Je précise que cet environnement-là est faux, j'ai tout changé. Mais globalement, en fait, on va recevoir, qu'est-ce qu'on a envoyé à mon mesh et qu'est-ce qui nous a retourné. Donc là, on sait par exemple que c'est Cloudflare qui nous a répondu en 289 millisecondes. Ça peut nous permettre de dire, c'est soit mon appli derrière qui a été lente, soit mon mesh qui a été lent, suivant le temps de réponse total que j'ai eu. C'était le plus dur. Sur la partie catalogue service et live search, comment on le met en place? Ça, c'est plus facile, globalement, c'est un peu plus clé en main. Globalement, on installe des modules. Je l'ai mis là parce que c'était la première fois que j'installais des modules dont le vendor est Adobe Commerce. Historiquement, c'est Magento. Donc ça y est, il y a des modules Adobe Commerce dans le vendor Adobe Commerce. Même s'ils appellent des modules Magento derrière, ça... En fait, ceux-là existaient avant, mais ils se sont dit on va tout regrouper dans un seul au-dessus. Voilà, pour que ce soit plus facile à installer. Parce qu'avant, il fallait les installer un par un, suivant ce qu'on voulait. Ensuite, on va déclarer que notre moteur par défaut, c'est plus OpenSearch, mais LiveSearch. Donc là, à partir de maintenant, on n'a plus du tout besoin de OpenSearch. On peut le désinstaller des machines, etc. Il n'y a plus vraiment besoin de LiveSearch. Donc maintenant, si je reprends mon schéma, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas d'un listing produit, mon listing produit, le schéma, ça va être ça. Parce que je vais aller taper dans LiveSearch, il revient là. Bon, très bien. Maintenant, si je prends le cas d'une fiche produit, la fiche produit, on a fait le choix de ne pas aller chercher les informations directement dans LiveSearch, enfin dans Catalogue Service plutôt, parce qu'il nous en manquait. Et en fait, par souci d'économie de temps, notamment, on a choisi de ne pas indexer plus de données dans le Catalogue Service, mais de continuer à faire servir la fiche produit par commerce. Le problème, c'est que, du coup, commerce, il doit être connecté à lui aussi. D'où cette petite flèche-là. Et donc là, globalement, ce qui se passe, c'est que quand on va demander une fiche produit, on va aller chercher les infos dans commerce, qui va aller demander à Catalogue Service, qui revient là, qui revient là, qui revient là. Faut avoir tout ça en tête, c'est une mécanique à prendre au début, mais ça marche. L'étape d'après, c'est d'envoyer les données à tous nos services. Alors j'ai oublié en haut, mais c'est pareil pour Product Recommendation. En gros, on envoie les données à un endroit et ensuite elles sont exploitées par les 3 services. Mais globalement, les modules que j'ai installés juste avant, ils amènent un certain nombre d'index en plus. Et donc là, c'est le même principe que tous les index, avec la table de changelog, chaque fois qu'il y a une modif, un cron qui dépile, etc. On pourrait faire une conf juste là-dessus, si on voulait vraiment être exhaustif, mais on ne va pas le faire. Petit focus sur l'index de prix en SaaS.
Pourquoi ? Parce qu'on a choisi en fait, on l'a installé, on l'a implémenté, ça a fonctionné, mais c'était lent. Donc on a choisi de l'enlever. Pourquoi c'était lent dans notre cas ? Eh ben, en grande partie à cause de ce code-là. Ce code-là, je vous l'explique vite fait. Globalement, je vais chercher mon configurable, donc le SKU de mon configurable. Là, cette ligne-là, ça me dit, je vais chercher toutes les variantes de mon configurable, donc un appel à Catalog Service. Ensuite, je vais boucler pour avoir toutes mes variantes possibles. Et pour toutes mes variantes possibles, je vais chercher son prix. Ce qui fait que si j'ai 50 variantes, et que si mon appel met 200 millisecondes, je vais me retrouver avec une fiche produit à 10 secondes. Donc c'est que la première fois, puisqu'ensuite le cache de Fastly est passé, mais globalement, bon, il y avait de temps en temps, on se prenait des chargements beaucoup trop lents. Donc on a choisi de le désactiver. Dernière partie, c'est Adobe I/O. Donc c'est Adobe I/O Runtime et Events. Donc c'est cette partie-là, comment on connecte ces deux-là. Le but, c'était d'envoyer des événements dans le SI du client. Donc en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que, je pense que mon collègue juste avant en a parlé aussi, pour ceux qui étaient à la conf, mais globalement, on a déclaré des XML en disant, à chaque fois que j'ai une sauvegarde de commande, je vais envoyer l'événement à Adobe I/O Events. Je peux filtrer aussi sur mes statuts, etc. Bon. Même chose, j'en déclare un autre. Donc on avait OneStock qui nous servait de connecteur OMS. Et donc là, la petite subtilité, c'est qu'on peut avoir un parent. Donc globalement, en fait, je lui dis, je vais me connecter sur toutes les sauvegardes de commande, mais en lui donnant un autre nom. Parce qu'en fait, mon filtre ici n'est pas le même. Pour l'anecdote, suite aux récents événements et l'annonce du SaaS, notamment d'Adobe, tout ça, c'est possible via API maintenant. Il y a plus parce que ça, donc c'est de la modification de code, c'est des XML qu'on a fait. En fait, maintenant, ils ont créé des API. En gros, on peut envoyer l'équivalent en JSON de ce truc-là, en payload, pour qu'il crée les événements et qu'il les enregistre. Une fois que j'ai mes événements, c'est la pire slide. Globalement, là, on va retrouver un peu tous les événements que j'ai, qui ont été trigger. Et donc là, je vais retrouver, par exemple, ma sauvegarde de commande. Là, j'ai la sauvegarde d'une expédition, la sauvegarde d'une facture, la sauvegarde d'une commande, mais pas en mode OneStock, etc., etc. Avec un JSON qui contient les données qui vont être envoyées soit à runtime, soit transférées via Webhook. Vous voyez que je peux avoir un paquet de données, parce que là, j'ai quand même 15 000 caractères dans la colonne. Ça va, c'est assez clair. Bon. Quels sont les résultats ? Alors, déjà sur la mise en place, il faut avoir les yeux en face des trous, il faut savoir ce qu'on fait. Il y a des choses où on est revenu dessus, notamment sur l'index de prix, sur le fait que la fiche produit, on n'aille pas la chercher dans le catalogue service, qu'on ait un espèce de fallback pour la fiche produit et pour le checkout. Donc globalement, il y a des choses où on est revenu dessus, mais c'est quand même assez positif. Il y avait un enjeu d'absorption de pics d'activité. Donc ça a été fait. C'est un client qui, comme quasi tous les autres, a des périodes de soldes, a des périodes de Black Friday, etc., qu'on a passé sans encombre. Il n'y a pas eu de charge plus que ça sur toute la période. Il a pu profiter d'un merchandising, alors à ma connaissance, qui n'est pas encore full automatisé, mais en tout cas, il y a un certain nombre de règles qui sont en place. Et il y a 2 points aussi qui sont importants, c'est que notamment Adobe I/O, ça permet une grande autonomie du client. Je vous donne un exemple. En fait, il a un système de fidélité où en gros, toutes les règles promo sont dans un moteur qu'il a chez lui, qui est une autre appli qui génère des bons, etc., et qui nous les renvoie. Et en fait, il peut garder de son côté la génération des
des promos et le burn, par exemple, des points fidélité, etc. Vu qu'il a toutes les infos, qu'on lui envoie tout, on n'a pas besoin de le faire de notre côté. Même chose pour les mails. C'est un client qui a décidé d'internaliser la gestion des mails. Donc en gros, c'est pour ça qu'on a envoyé toutes les expéditions, toutes les commandes, toutes les factures, même le reset de mot de passe, etc. En fait, nous, on n'a fait qu'envoyer des webhooks, des triggers, et c'est lui qui a géré tous les mails de son côté. Derrière, je ne sais même pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est Mailchimp, c'est Mailjet, voilà, je ne sais pas lequel c'est. Donc ça donne de l'autonomie aux clients, et ça nous a fait dire aussi que c'est pas parce qu'on a des services en SaaS qu'on perd en flexibilité. On a pu quand même faire tout ce qu'on voulait dans l'appli, des développements très custom, tout en se servant des services SaaS d'Adobe, en ayant un peu le meilleur des deux mondes, parce qu'on avait la personnalisation des listings, etc., tout en faisant vraiment ce qu'on voulait dans le code, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'imagine qu'il y en a des milliards. J'ai survolé plein de points, j'ai été précis sur d'autres. C'est difficile de faire un résumé de tout ça en 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à peu près, j'imagine. N'hésitez pas à venir me voir, je serai par là, ou via LinkedIn. Si vous me cherchez, je ne suis pas difficile à trouver normalement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.